Je vous propose de commencer nos travaux. En premier point de notre ordre du jour, nous avons à désigner un rapporteur sur la proposition de loi visant à accélérer et contrôler le verdissement des flottes automobiles. J'ai reçu la candidature de Damien Adam. Y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition. Il en est ainsi décidé. Nous en venons à l'audition de représentants de la Fédération bancaire française, la FBF, sur le sujet du financement de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Monsieur Étienne Barrel, directeur général délégué de la FBF, accompagné de Madame Karen Degouze, directrice du département Finances durables, et de Monsieur Jérôme Pardigon, directeur du département Relations institutionnelles France de la FBF. Monsieur le directeur général délégué, Madame, Monsieur, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Notre commission va consacrer ses travaux dans les semaines et mois à venir sur la question importante de l'adaptation au changement climatique. Vous le savez, le récent rapport public présenté par la Cour des comptes est largement dédié à cette problématique pour constater effectivement qu'il s'agit d'un enjeu crucial, mais pour l'instant encore peu ou insuffisamment pris en compte dans les politiques publiques et les acteurs privés. Pourtant, les risques liés au dérèglement climatique sont bien présents et les conséquences matérielles et financières se font déjà largement sentir. Nous avons eu l'occasion d'auditionner M. Pisani-Ferry et Mme Mahfouz lorsqu'ils ont remis leur rapport en mai dernier sur la transition écologique. Les besoins de financement sont énormes, 66 milliards d'euros supplémentaires d'ici 2030. Bien évidemment, pour y répondre, la solidarité nationale peut être sollicitée, mais elle ne peut pas être seule à supporter l'effort, un effort considérable. Il faut donc résolument orienter les flux financiers vers le financement de l'adaptation et de l'atténuation. Le rôle des institutions financières que vous représentez est par conséquent essentiel pour relever ce défi. De premières initiatives ont été prises par les pouvoirs publics, notamment au niveau européen, pour élaborer des exigences de transparence ou une taxonomie des investissements verts, mais nous en sommes au début d'une démarche qui doit manifestement s'amplifier. Nous avons donc plusieurs interrogations qui seront sans nul doute complétées par mes collègues. Comment, par exemple, le risque climatique est intégré par les entreprises financières? Est-ce qu'on peut progresser en la matière? Est-ce qu'il faut légiférer en particulier sur le sujet? Des financements sont-ils déjà fléchés sur les actions d'adaptation au changement climatique et à quelle hauteur? Vers quel secteur et quels acteurs sont-ils orientés? Quelles sont les actions menées, les pistes envisagées pour progresser dans l'harmonisation des produits financiers ou leur labellisation au-delà de l'appellation générique finance verte? Voilà, monsieur le directeur général délégué, Madame, Messieurs, je vous cède donc la parole pour une dizaine de minutes et puis les orateurs de groupe auront l'occasion de s'exprimer. La parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est vraiment, Mesdames et Messieurs les députés, un plaisir pour moi d'être avec vous pour vous présenter ce que les banques françaises font de manière résolue pour financer l'adaptation et la transition et ainsi s'adapter au changement climatique. Alors je le fais ici en représentant l'ensemble du secteur bancaire français. Ce sont un peu plus de 300 banques qui sont présentes en France et qui sont membres de la FBF. Alors j'articulerai mon propos autour de trois grandes idées. La première, c'est que les banques françaises ont choisi de se placer résolument dans une position de leader parmi les banques mondiales pour financer cette transition. La deuxième, c'est qu'elles mettent en œuvre des engagements de neutralité carbone et qu'elles se désengagent donc des énergies les plus carbonées. Et puis la troisième, c'est la manière dont elles gèrent les risques climatiques et environnementaux pour les actifs qu'elles portent à leur bilan.
Et elles font ceci dans le cadre d'une réglementation à la fois exigeante, mais qui n'a pas encore produit tous ses effets. Alors mon premier point sur les banques françaises qui sont leaders du financement de la transition. Depuis une dizaine d'années, elles ont accéléré le montant des crédits qu'elles donnaient pour ces projets verts et ces projets durables. Et je pourrais commencer par citer un chiffre. En 3 ans, de 2020 à 2022, elles sont passées de 70 milliards en 2020, 100 milliards en 2021, 216 milliards en 2022. Donc vous voyez qu'il y a une accélération forte des crédits qui sont des crédits octroyés à l'ensemble des secteurs, mais notamment les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Donc on parle là de l'énergie, du transport, de l'immobilier, de la construction, etc. Alors je vais prendre un exemple concret pour illustrer un secteur sur lequel les financements verts et durables sont très importants. C'est le secteur des énergies renouvelables. L'encours sur ce secteur, c'est 51 milliards d'euros à fin 2022. Et pour illustrer la place de leader des banques françaises, il y a 4 banques françaises dans les 10 premières banques mondiales. Et il n'y a par exemple aucune banque américaine dans ce top 10 mondial. Elles le font aussi en facilitant des obligations, donc ce qui ne passe pas par leur bilan mais par le marché. Et là, le chiffre est important puisque en 2022, c'est 120 milliards d'obligations, là aussi vertes et durables, qu'elles ont financées. Donc ça, c'est le premier élément, c'est ce financement de la transition. Le deuxième point, c'est qu'elles veulent avoir une obligation de résultat et donc obtenir une neutralité carbone en 2050, et pour ça, elles se désengagent aussi des énergies les plus carbonées. Alors la neutralité carbone, c'est quelque chose qui est engageant, puisqu'elles ont pris au sein d'une alliance mondiale qui s'appelle la Net Zero Banking Alliance, qui rassemble plus de 140 banques, c'est 44 pays, c'est près de la moitié des actifs bancaires totaux, et avec des objectifs chiffrés pour chacun des secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. Et donc, elles ont, par exemple, pour le secteur du pétrole, du gaz, du charbon thermique, publié l'année dernière toutes des objectifs de réduction avec un premier point de passage à 2030. Et ça fait d'elles les acteurs bancaires qui ont la trajectoire la plus exigeante et la plus ambitieuse dans le monde. Alors, je vais prendre 2 exemples pour ceci. Le secteur du charbon. Les banques françaises sont les seules dans le monde à avoir pris un engagement commun de place de ne plus financer aucun projet nouveau d'extraction de charbon et plus aucun acteur qui utilise le charbon en 2030 pour la zone OCDE, en 2040 pour le reste du monde. Et donc, quand on regarde ce qui reste de manière résiduelle dans leur bilan, c'est très faible. C'est 2,3 milliards d'euros l'année dernière, ce qui fait 0,07% de leur financement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en extinction. Le deuxième exemple, c'est les hydrocarbures, qui est un point essentiel. Les encours sont également chiffrés très précisément. Ils étaient à fin 2022 de 78 milliards d'euros. 78. Là aussi, si on le compare au total de leur financement, c'est 2,3% de leur financement. Donc c'est très loin d'être quelque chose dont elles sont dépendantes. Et si on regarde l'évolution entre 2017 et 2022 de leur financement, c'est moins 24%, donc presque moins d'un quart à cours du baril constant et puis taux de change euro-dollar, parce que c'est fait en dollars constants, c'est vraiment une réduction d'un quart. Et si on regarde quel est le résultat, c'est qu'il n'y a plus aucune banque française dans le top 10 des financeurs du secteur du gaz et des hydrocarbures dans le monde. Alors qu'il y en a 4 sur les énergies renouvelables, il y en a 0 sur ce secteur oil and gas. Le troisième point que je voudrais souligner, et notamment à l'invitation du président, c'est cette question de gestion des risques climatiques et environnementaux. Alors, ça se fait dans un cadre mouvant. Le premier point, c'est la gestion des risques climatiques. C'est devenu central pour les banques parce qu'on peut distinguer 3 types de risques. Il y a le risque physique, c'est à cause d'aléas climatiques extrêmes, d'aléas chroniques, vous êtes inondé, votre usine est inondée, votre maison est fissurée, c'est un risque physique. Le deuxième, c'est un risque de transition
qui résultent soit de l'évolution de la réglementation, c'est l'interdiction des moteurs thermiques à fin 2035, il faut s'y préparer, ou de l'évolution technologique, ou du marché, ou des demandes des consommateurs. Puis un troisième risque, un risque juridique, qui est celui des litiges qui peuvent être faits contre vous. Or, pour le faire, les banques mettent en place plusieurs choses. La première, c'est une gouvernance adaptée. C'est donc dans le processus d'octroi de crédit un certain nombre de process qui fait qu'il y a plusieurs lignes de défense afin de vérifier que c'est bien aligné. Ce sont des politiques climat et des politiques de biodiversité qui sont sectorielles. C'est de la collecte systématique d'informations, puisque pour pouvoir bien décider, il faut avoir de l'information, et ça, quelle que soit la taille des clients. C'est un mécanisme d'engagement avec les clients pour les accompagner, pour évaluer, pour gérer avec eux leurs propres risques physiques et de transition. Et puis, c'est des suivis d'indicateurs. Les banques sont supervisées pour vérifier que cette politique de gestion des risques est bien faite. Et par conséquent, vous avez à la fois des stress tests climatiques faits au niveau national. C'est ce qu'a fait l'autorité de contrôle prudentiel et résolution en France de manière pionnière il y a 2 ans. Et c'est ce qu'a fait l'autorité bancaire européenne l'année dernière pour l'ensemble des banques européennes. Elles le font cependant dans un cadre réglementaire à la fois mouvant et qui n'est pas encore complètement en train de produire ses effets. La première chose, c'est que vous avez la réglementation qui est spécifique aux banques, donc en termes de réglementation de capital, c'est la réglementation bâloise. À partir de janvier 2025, toutes les banques devront mettre en place des plans de transition prudentielle qui seront supervisés par la Banque centrale européenne et qui devront montrer comment les établissements mettent en œuvre leurs objectifs de neutralité carbone. Donc ce qu'elles ont pris au niveau international avec cette alliance, eh bien, sera supervisé par le régulateur européen. Et puis, il y a une deuxième réglementation européenne qui est la Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CS3D, qui a fait un peu de bruit il y a quelques semaines, qui a été adoptée, et pour lesquelles l'ensemble des acteurs économiques, mais y compris les banques, devront mettre en place ce plan de transition. Alors, pour finir, moi, ce que je voudrais dire, c'est que le souhait des banques françaises, c'est qu'il y ait plus de projets encore à financer pour accélérer la transition. Pourquoi ? Parce que les banques, leur souhait, c'est de financer l'économie et d'accompagner la décarbonation de l'économie. Ce n'est pas de décarboner leur bilan en arrêtant de financer l'économie. Parce que soit vous bloquez l'économie, soit d'autres le financent à votre place. Et par conséquent, nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait encore plus de projets à financer. Nous sommes là pour faciliter ceci, mais nous ne pouvons le faire que dans un ensemble cohérent où les pouvoirs publics, les régulateurs, les agents économiques et les banques travaillent de concert pour faire ceci. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire en propos liminaire. Merci pour ce propos liminaire. Nous en venons. Prise de parole des groupes politiques. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Daniel Brulbois. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur général, Madame et Messieurs les directrices et directeurs, le défi de la transition environnementale est massif, urgent et complexe. Et il va falloir trouver un financement à la hauteur pour transformer nos modèles de production et de consommation dans un délai de moins de 20 ans, alors qu'on le sait, la révolution industrielle se fait sur le temps long, un siècle en général. Les banques françaises, vous l'avez dit, sont au cœur de ce mouvement. Elles ont été en effet les premières au monde à prendre des engagements concrets et forts pour accélérer vers une économie bas carbone. Elles ont signé l'accord de Paris. Vous l'avez dit, outre décarboner leur propre bilan bancaire, elles accompagnent la décarbonation de l'ensemble de l'économie. Et vous avez donné 3 directions complémentaires et différentes à la finance durable, que sont la finance verte, la finance solidaire et la finance responsable. Au niveau national, le gouvernement et notre majorité, nous agissons avec France Relance 2030, avec la planification écologique. Et cette année même, nous avons engagé 10 milliards d'euros supplémentaires pour accélérer la transition écologique. C'est un mur d'investissement que nous avons devant nous. Et comment les acteurs économiques, entreprises et ménages peuvent-ils accéder à des ressources pour financer leur transformation et leur adaptation ? C'est la question qui agite le monde entier. En France,
Bruno Le Maire a d'ores et déjà assuré que le verdissement de l'économie ne passera pas par l'augmentation des impôts ou de la dette. Il a appelé à mobiliser l'épargne privée afin de dégager les moyens de financer la transition écologique sans aggraver l'état de nos finances publiques. Certains économistes suggèrent une autre piste, permettre à la Banque centrale européenne de créer de la monnaie sans dette ni achat d'actifs en contrepartie. Dans ce contexte, une transformation profonde et complexe des entités financières semble inéluctable si l'on veut faire face au changement climatique. D'après vous, en tant que directeur général délégué de la Fédération bancaire française, quelles mesures doivent être prises pour que cette transformation ne soit pas trop abrupte, qu'elle soit acceptable socialement, politiquement et économiquement? Merci. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Annie Cousin. Ça va ? Madame Brulebois, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci. Madame Cousin. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, notre époque marquée par une prise de conscience environnementale sans précédent nous interpelle sur la nécessité d'harmoniser nos pratiques économiques avec des impératifs écologiques. Le commerce international est à l'origine de près de 25% des émissions de CO2. Dans ce contexte, la question de la comptabilité entre le libre-échange et l'écologie se pose. La délocalisation de la production, la multiplication des échanges transfrontaliers ont engendré une empreinte carbone considérable, mettant en péril la durabilité de notre planète. Cette situation nous oblige à repenser nos modèles de développement en intégrant pleinement la dimension écologique à l'économie. Il est impératif de développer et de soutenir financièrement des projets qui contribuent à la réduction de l'empreinte carbone tout en générant une croissance économique durable pour le pays. Investir dans l'économie locale, c'est non seulement favoriser la création d'emplois de proximité, mais aussi réduire les coûts et impacts environnementaux liés au transport de marchandises. Ces initiatives sont essentielles pour concrétiser une transition écologique juste et efficace. Face à ces défis, les institutions financières, et notamment les banques françaises, ont un rôle à jouer. Elles sont en mesure d'orienter l'économie vers un modèle plus local et donc plus vertueux pour l'environnement. C'est dans cette optique que je vous interroge sur la position de votre fédération et de ses membres vis-à-vis de cette problématique. Partagez-vous la conviction que le modèle actuel de libre-échange doit être revisité pour être compatible avec des exigences écologiques? Si oui, quels sont les engagements pris par les banques françaises pour promouvoir une économie plus locale et durable? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe La France Insoumise NUPES, la parole est à Madame Sylvie Ferrer. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, Madame, collègues, la Fédération bancaire française est le lobby des banques dans notre pays. J'utilise ce qualificatif non pas pour tenter de jeter le discrédit sur votre parole, mais plutôt pour souligner le fait que vous agissez pour défendre le secteur bancaire, ce qui ne fait pas bon ménage avec l'accord de Paris sur le climat qui, je le rappelle, fixe l'objectif de maintenir le réchauffement des températures globales en deçà de 2 degrés et si possible à 1,5 degré. Potentiellement, alors, la lutte contre le réchauffement climatique pourrait être contradictoire avec les intérêts particuliers qui sont les vôtres. Pour me faire une idée sur la bonne foi de votre parole et votre crédibilité sur les sujets environnementaux, je souhaiterais simplement entendre votre avis sur une des banques qui est adhérente chez vous. À titre d'exemple, j'ai choisi BNP Paribas et ses filiales. Alors, pourquoi cibler cette banque française en particulier ? Eh bien, elle coche pas mal de cases en matière de chaos climatique. Tout d'abord, elle est le premier financeur européen du développement des énergies fossiles avec près de 52 milliards d'euros de financement entre 2016 et 2021 sous forme de prêts ou d'émissions d'actions ou d'obligations aux majors du pétrole et du gaz comme Total Energy, BP ou Shell. Elle est aussi en haut du podium mondial sur le financement de l'exploitation de l'Arctique. Et enfin, elle est assignée en procès par les Amis de la Terre, notre affaire à tous, et Oxfam France. Au cas où vous douteriez de leur intégrité morale, je rappelle aussi qu'une de ces filiales vient d'être condamnée pour pratiques commerciales trompeuses et recel. Et également que BNP Paribas a été le premier financeur européen des entreprises impliquées dans des activités liées à la colonisation illégale en Palestine entre 2020 et 2023. Ma question est simple. Est-ce que vous considérez que BNP Paribas est un bon exemple de la contribution du système bancaire à l'atténuation des effets du dérèglement climatique ou bien celui de la Banque d'un monde qui ne change pas?
Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Emmanuel Maquet. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les directeurs, mes chers collègues. Le rapport Pisani-Ferry avait ciblé un besoin de financement de 66 milliards d'euros par an d'ici 2030 pour la transition écologique, dont 3 milliards pour l'adaptation au changement climatique. Ces investissements semblent nécessaires, mais a-t-on encore les moyens de se les payer quand on a 3 000 milliards d'euros de dette? En 10 ans de pilotage des finances publiques, Emmanuel Macron alourdit la dette de 1 000 milliards d'euros et conduit la France tout droit sur les pas de la Grèce. La hausse des taux qui met en panique le gouvernement au point d'avoir renoncé à 10 milliards d'euros de crédit le mois dernier prouve bien qu'un endettement supplémentaire n'est pas envisageable, pas plus qu'un nouvel impôt. Ce dérapage de la dette publique a malheureusement un effet d'éviction sur les investissements du secteur privé du fait du renchérissement du coût de l'argent. Ce sont autant de moyens en moins pour financer le nouveau nucléaire, la relance du ferroviaire, la rénovation énergétique des bâtiments pourtant indispensables. Or, si l'investissement public diminue, un effort supplémentaire sera exigé des banques et des marchés pour soutenir les projets des ménages et des entreprises. Malheureusement, le manque de rentabilité des actions en faveur du climat est un frein bien connu au financement de ces projets. De même, l'accès au crédit pour la rénovation ou l'acquisition d'un véhicule électrique est difficile pour les ménages, notamment du fait de la frilosité des banques et de fortes exigences de solvabilité. Est-il envisageable d'appliquer des taux d'intérêt plus attractifs en faveur de ces investissements réputés vertueux, afin de réduire le coût du capital des projets? Les réglementations extra-financières ont-elles un réel pouvoir d'incitation sur les investisseurs? Les garanties publiques auxquelles recourt le gouvernement, faute de pouvoir lancer de nouvelles dépenses, rassurent-elles vraiment les banques? Le lancement de partenariats publics-privés et d'un fonds souverain alimenté par notre abondante épargne nationale et les recettes du marché carbone aiderait-il à disposer enfin de cette manne de capitaux privés qui a si longtemps fait défaut à l'économie française, d'où un recours bien compréhensible au crédit public? Enfin, réclamez-vous un allègement des exigences de fonds propres qui pèsent sur vos conditions d'octroi de prêt? À l'inverse, le fait de laisser les États se financer directement auprès de la Banque centrale sans passer par vos services et les taux que vous appliquez n'allégerait-il pas la facture du financement de la transition écologique, avec par conséquent un effet de levier sur les investissements privés? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe démocrate, modem et indépendant, la parole est à Madame Delphine Lingemann. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les directeurs. En finançant la transition écologique, les banques peuvent contribuer de manière significative à atténuer les effets du changement climatique et à promouvoir un développement économique plus durable. De nombreuses institutions financières ont pris conscience de l'importance de soutenir des projets durables et respectueux de l'environnement en proposant des produits financiers spécifiques tels que les prêts verts, les obligations vertes ou encore des fonds d'investissement socialement responsables. Vous l'avez rappelé dans vos propos introductifs, les banques françaises sont en 2022 parmi les leaders mondiaux du financement des énergies renouvelables, avec plus de 50 milliards d'euros d'encours et une croissance de plus de 22% par rapport à l'année précédente. Alors que la loi sur les énergies renouvelables que nous avons votée, qui incite les collectivités territoriales à s'inscrire dans une trajectoire de transition énergétique, rénovation ou production de NR, de nombreux élus locaux du Puy-de-Dôme, maires et présidents de PCI, m'ont fait part de difficultés plus ou moins importantes selon la taille des collectivités dans leur relation avec les banques. Pour un certain nombre de collectivités, le renchérissement du coût de crédit ou les restrictions d'accès au crédit à court ou à moyen terme se traduisent principalement par l'impossibilité d'investir dans des projets durables. De nombreuses collectivités qui voulaient emprunter à taux fixe n'ont pas obtenu ou ont obtenu que des propositions à taux variable et donc n'ont pas donné suite. Aussi, afin que les collectivités locales puissent elles aussi être au rendez-vous de la transition écologique, pourriez-vous, s'il vous plaît, dresser un état des lieux des financements octroyés? Je parle de projets en lien avec la transition écologique ou énergétique dans les prêts accordés. Je parle aussi de la typologie des projets verts financés par les banques. Enfin, quels sont, selon vous, les freins et les leviers pour développer les prêts aux collectivités locales désireuses de financer des projets en lien avec la transition écologique? Ne pourriez-vous pas, par exemple, mettre en place des critères favorisant ce type de projet? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe socialiste et emparenté, la parole est à Bertrand Petit. Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les directeurs. Selon le rapport Pisani-Ferry, il faut consacrer 65 milliards d'euros chaque année à l'action pour le climat, soit 30 milliards de plus que nous n'en consacrons par an. Les pouvoirs publics doivent se mobiliser,
Mais rien ne sera possible sans mettre la finance au service du climat. Il y a un enjeu de mobilisation de l'épargne privée. Les banques doivent une information lisible et claire à leurs clients sur la nature des placements et leurs effets sur le climat. Les clients ont aussi le droit d'accéder à des produits d'épargne et d'investissement qui contribuent à la préservation du climat. Si on s'en tient à une approche strictement économique, il n'y a pas à court terme et sans mécanisme incitatif d'intérêt à investir pour le climat. Les placements les plus rentables à court terme sont les plus néfastes pour le climat à long terme. Il y a donc un défi de financement pour les projets bas carbone, faiblement rentables. La réglementation doit rendre ces investissements plus attractifs. Il est urgent d'intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, mais aussi des critères de risque liés au climat et des critères d'impact climatique. Pouvez-vous nous présenter la trajectoire d'investissement favorable au climat et celle des investissements carbonés sur les 10 dernières années? En 2017, les socialistes ont introduit le devoir de vigilance en droit français et l'Union européenne en a pris le chemin récemment. Mais le gouvernement français a obtenu de l'Europe d'en sortir du périmètre le secteur financier. Les banques ne seraient donc pas concernées. Quelle est la position de la Fédération française bancaire sur le périmètre de la directive sur le devoir de vigilance? Enfin, le network des banques centrales pousse à évaluer le risque climatique dans leurs bilans, leurs encours. Pouvez-vous nous en dire davantage à ce sujet? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Horizon et Apparentés, la parole est à Vincent Thiebaud. Avant de vous laisser la parole, puisque vous m'en avez fait la demande, malgré les recrues... Prochaine fois. Non, malgré les recrues qui sont arrivées dans votre groupe, chers collègues, vous arrivez avec le groupe socialiste à 31 et 31. Donc, vous êtes à égalité, donc on ne changera pas l'ordre de prise de parole, à moins que d'autres recrues ne vous rejoignent dans votre groupe, chers collègues. Je vous laisse la parole. Eu la réflexion hier, c'est pour ça, mais c'est un petit détail, on aurait pu en parler en dehors de ça, c'était juste une question. Monsieur le Président, messieurs, mes chers collègues, je vous remercie, messieurs, pour votre présentation. Cela a été dit, le financement est un point essentiel dans la réussite de la transition écologique et la France a joué un rôle crucial et joue un rôle crucial sur cette partie-là, notamment en soutenant les financements pour les pays en voie de développement portés à 5 milliards d'euros en 2020, puis sur lequel ils vont progresser. La Fédération bancaire française a un rôle significatif effectivement dans le financement de la transition vers une économie plus durable. Vous l'avez très bien détaillé tout à l'heure en encourageant ses membres à investir dans des projets respectueux de l'environnement, intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leurs décisions d'investissement. Et le soutien notamment que vous apportez aux initiatives de financement vert. Toutefois, il se pose différentes questions. Un, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la baisse des encours sur l'hydrocarbure. Bon, vous n'aurez pas à cacher que nous sommes encore aujourd'hui, notamment du point de vue industriel, mais aussi exploitation, très dépendants aussi de l'hydrocarbure. Donc si les fédérations françaises bancaires ne financent moins, qui finance? Qui finance? Se pose la question de la souveraineté, qui est un véritable sujet. Deuxième sujet sur le financement, certes, il y a le financement de l'économie, de la transition écologique, mais on voit qu'aujourd'hui, et ça a été dit, il y a le problématique de l'acceptabilité, de l'accompagnement des ménages. Quel est le rôle que peut jouer la Fédération française bancaire, notamment dans l'accompagnement des particuliers pour assurer leur propre transition écologique? On le voit qu'aujourd'hui, notamment que ce soit sur les sujets de rénovation, sur le changement de véhicules, avec des taux très importants que nous avons actuellement sur les prêts, il y a une véritable problématique aujourd'hui de l'accompagnement financier des ménages. L'État fait, mais l'État ne peut pas tout. Et notamment, il y a cette grosse problématique du reste à charge qui font qu'aujourd'hui, beaucoup de Français et Françaises, en plus en lien avec l'inflation, ne peuvent pas aujourd'hui assurer le financement nécessaire pour assurer leur propre transition énergétique. Comment vous voyez le rôle que vous pouvez jouer dans cet accompagnement, notamment au niveau bancaire? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Lisa Bellouco. Merci Monsieur le Président. Madame, Messieurs, chers collègues, la crise environnementale est là. Il faut l'atténuer pour en limiter les effets et y adapter notre société. L'atténuation comme l'adaptation ont besoin de financement à la hauteur. L'un des enjeux pour surmonter la crise environnementale est de réorienter les investissements climaticides vers des investissements vertueux. Sous la pression d'acteurs institutionnels et de la société civile, des initiatives sont prises par certaines banques pour réallouer leurs investissements. Malheureusement, sans régulation, les avancées restent trop timides. Côté investissement durable, 15 à 18 milliards d'euros supplémentaires devraient être mobilisés chaque année en faveur de l'atténuation selon I4CE. Et 2,3 milliards d'euros supplémentaires par an seront nécessaires pour financer l'adaptation, sachant que les besoins vont grandir à mesure que les effets du changement climatique seront plus présents. Côté investissement climaticide,
Rien n'est prévu pour éviter le financement des maladaptations au changement climatique. Comment la Fédération entend-elle procéder pour prévenir ces investissements qui nous rendent plus vulnérables encore ? Les banques françaises sont fortement impliquées dans des investissements en faveur des énergies fossiles qui représentent près de 405 milliards de dollars de la part des seules banques françaises. En 2021, 3 grandes banques françaises, BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Agricole, avaient de ce fait chacune une empreinte carbone équivalente à celle de la France. Sur le sujet, le groupe écologiste a fait plusieurs propositions par la voix de sa présidente Cyrielle Châtelain. Était proposée l'interdiction de l'investissement dans de nouveaux projets d'énergie fossile, l'inscription des risques liés aux actifs investis dans les énergies fossiles dans les exigences prudentielles des banques, le fait de doter l'autorité des marchés financiers d'un pouvoir de contrôle du respect des normes environnementales par les banques. Quel est votre avis sur ces propositions ? Dernière question. La Net Zero Banking Alliance a publié une version révisée de ces directives pour fixer des objectifs climatiques. Cette dernière version est critiquée pour son manque de clarté, ce qui pourrait conduire à des objectifs non transparents et inefficaces. Quel est votre regard et que comptez-vous faire en tant que représentant du secteur bancaire français pour corriger cette fragilité ? Merci. Pour le groupe Gauche démocrate et républicaine, la parole est à Édouard Bénard. Merci Monsieur le Président, messieurs, dames les directeurs. Ma question portera également sur les instruments de contrôle puisque la part de l'épargne réglementée employée par les établissements bancaires en France représentait, selon la Banque de France, 232 milliards d'euros fin 2022. Si la somme n'a rien de pharaonique, si on la compare par exemple aux quelques 1923 milliards d'euros d'encours des contrats d'assurance vie, elle a vocation à servir très directement des objectifs d'intérêt général. Les établissements bancaires doivent aujourd'hui affecter 80% des fonds décentralisés issus du livret A et du LDDS au financement des besoins de trésorerie et d'investissement des PME, et seuls 10% doivent être affectés au financement de projets contribuant à la réduction de l'empreinte climatique. Ces derniers sont essentiellement destinés au financement de prêts aux particuliers. Alors ma question porte sur les 80% dédiés au financement des investissements des PME. Quelle part des soutiens des banques françaises aux PME vont aujourd'hui à des projets de nature à favoriser la transition écologique ? De quels instruments les banques se dotent-elles pour s'assurer que ces investissements soient compatibles avec les objectifs climatiques et soutiennent l'emploi et les activités de demain ? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Liberté Indépendant, Outre-mer et Territoire, la parole est à Guy Bricout. Merci Monsieur le Président, Madame, Messieurs, mes chers collègues. Depuis 2015 et l'accord de Paris sur le climat, on a passé un cap puisque ce dernier introduit dans son article 2 l'objectif d'orientation des flux financiers vers des actifs à faible émission de gaz à effet de serre, afin d'atténuer le réchauffement climatique. Néanmoins, aujourd'hui, malgré beaucoup d'efforts produits par le secteur bancaire, force est de constater que des zones d'ombre persistent, notamment dû à un manque d'indicateurs et d'harmonisation permettant de mesurer très concrètement la portée de vos engagements, qui au mieux laissent planer des incertitudes, au pire ternissent votre image. Les ONG, lorsqu'elles accusent les banques d'encore beaucoup trop financer les combustibles fossiles, prennent en compte dans leurs mesures les obligations qu'elles détiennent, par exemple chez Total Energy, ou encore les prêts de gré à gré. Du coup, évidemment, vous n'arrivez pas au même chiffre. Que faire, selon vous, pour permettre à tout le monde de partir des mêmes références ? Par ailleurs, le rapport de la Cour des comptes indique, je cite, que les produits financiers verts représentent moins de 5% des crédits accordés aux entreprises et aux particuliers en 2021 en France, ou des obligations émises sur le marché. Pourquoi un chiffre aussi bas ? Pouvez-vous nous indiquer en quoi consiste précisément la Net Zero Banking Alliance, NZBA ? Vous deviez travailler à publier dans ce cadre de nouvelles cibles pour plusieurs secteurs particulièrement émetteurs de gaz à effet de serre. Où en êtes-vous ? Quid des investissements des banques françaises en matière de rénovation thermique, secteur dans lequel on a pris un retard particulièrement préjudiciable ces dernières années ? Et enfin, comment le contexte actuel, géopolitique, économique, influe-t-il sur vos engagements en matière de financement de la transition ? Comment, face à la crise financière redoutable que nous connaissons, continuer à accompagner la décarbonation de l'ensemble de l'économie ? Merci. Merci. L'ensemble des orateurs de groupe ont pu s'exprimer. Monsieur le directeur général, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ce que je vous propose, parce que les questions sont extrêmement nombreuses et je crois qu'elles ont vraiment toute leur valeur, j'ai essayé avec mes collègues là, de prendre en note tout et je vais essayer de répondre à chacune et chacun. Je crois que ce sera à la fois plus respectueux des questions de chacun et j'espère le plus complet possible. Et bien entendu, si vous organisez ça comme je souhaitez, s'il y a besoin qu'après je complète, je suis à votre disposition. Alors, peut-être sur Madame la députée Brulbois, c'est une question essentielle sur comment les ménages et les entreprises peuvent tous être accompagnés et le fait que la transition ne soit pas trop abrupte, mais acceptable pour tous. Et je crois que c'est une question qui a été reprise par d'autres, c'est-à-dire quelle est la répartition entre le reste à charge que chacun doit avoir et les contraintes financières qu'il peut avoir. Moi, dans ce cadre, je crois qu'il faut bien définir quel est le rôle de l'État, le rôle des agents privés et le rôle des banques. Le rôle, je pense, des banques, c'est de faire en sorte de financer par du crédit tous les projets qui peuvent être remboursés. Et c'est important de mettre une limite pour ne pas surendetter que ce soit le ménage, que ce soit l'entreprise, et que la nécessaire adaptation ne mette pas en péril l'ensemble de son activité à titre personnel ou à titre économique. Pour cela, je crois que le rôle de l'État, c'est d'apporter un complément pour solvabiliser les projets lorsque le reste à charge est trop important et que la personne ne peut pas le financer. Et je prendrai deux exemples de choses qui ont été mises en place ou qui vont être mises en place. La première, pour les particuliers, c'est MaPrimeRénov' ou l'éco-PTZ qui sont là pour faire en sorte que des projets puissent être solvabilisés lorsque, pour le particulier, il n'y a pas les ressources nécessaires ou que l'économie du projet ne permet pas en tant que telle d'être suffisamment rentable. Je vais prendre un autre projet qui, lui, est en construction, c'est le prêt participatif transition, qui est un prêt que l'État souhaite garantir en partie, un peu comme le prêt garanti par l'État lors de la crise Covid, et pour faire en sorte que des projets de transition qui n'auraient pas forcément leur équilibre économique assuré puissent être financés avec une garantie de l'État, et nous travaillons là-dessus. Donc c'est peut-être le premier point sur lequel je reviendrai. Le deuxième, et c'était Madame la députée Cousin, sur quelle est la position des banques en matière de libre-échange et de relocalisation de la production pour des circuits plus locaux. Alors, nous nous inscrivons dans le cadre économique tel qu'il est. Nous n'avons pas vocation à, bien entendu, donner des conseils ou des demandes en termes de libre-échange et de choix des États démocratiques sur l'acceptation ou non de traités de libre-échange. Ce que nous souhaitons faire, en revanche, c'est de faire en sorte que lorsque il y a des mécanismes qui permettent, par exemple, de faire en sorte qu'il y ait une égalité de concurrence entre zones géographiques, et je pense par exemple au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, eh bien, la relocalisation de la production puisse être accompagnée avec les financements des entreprises. Et quand je citais l'ensemble des crédits verts et durables, c'est bien sûr aussi avec cette nécessité de relocalisation de production pour que, effectivement, il puisse y avoir des circuits plus locaux, mais je dis ça en même temps que les banques françaises participent au rayonnement de la France en ayant une empreinte mondiale, et nous pensons que c'est très important qu'elle soit européenne et mondiale. Madame la députée Ferrer, vous m'avez posé une question sur une banque en particulier, sur BNP Paribas. Alors, c'est en représentant en tant que lobby, et c'est un terme qui me va tout à fait. Je suis là pour représenter l'intérêt de l'ensemble des banques. Je ne peux pas faire du classement entre mes adhérents en disant il y en a qui sont bons, d'autres qui sont moins bons. Donc je ne peux pas dire est-ce que BNP Paribas est un bon exemple ou un mauvais exemple. Pour moi, et je ne vais pas forcément prendre le cas de BNP Paribas, mais toutes les banques ont actuellement fait le choix
d'engager la transition de leurs clients, elles le font de manière cohérente avec leur modèle d'affaires. Donc certaines banques ont des clients plutôt entreprises, plutôt grandes entreprises, plutôt internationales, et ça peut être le cas comme BNP Paribas. Et d'autres banques ont des clients qui peuvent être plus des collectivités locales, qui peuvent être plus des particuliers, et il y a certaines banques qui sont plus spécialisées sur ce type d'activité. Mais l'ensemble des banques a choisi de faire un accompagnement de la transition. L'accompagnement de la transition, cela veut dire arrêter ce qui peut être substituable, et c'est ce que nous avons fait avec le charbon, mais continuer à financer avec une trajectoire très précise de décarbonation et ne pas stopper immédiatement les financements, parce que c'est ça qui donnerait une transition non supportable et sur laquelle vous n'embarquez qu'une faible fraction de vos clients et de l'économie. Et donc ça, nous ne voulons pas être dans cette situation. Alors, monsieur le député Mackay, vous m'avez posé plusieurs questions, et alors j'espère que j'ai noté l'ensemble. Il y avait une question sur des taux d'intérêt plus faibles pour les projets verts. Alors, je crois que c'est un point important. D'abord, aujourd'hui, c'est un cadre où les banques françaises sont celles qui, en Europe, ont les taux d'intérêt à la fois les plus faibles et les plus fixes. C'est-à-dire, l'ensemble des prêts pour les particuliers, à 99%, sont des prêts à taux fixe, ce qui les protège en cas de remontée des taux. Si on regarde les taux qui ont monté, c'est la décision de la Banque Centrale Européenne, ça a augmenté de 250 points de base. Si on regarde le coût qui a été répercuté aux clients, il est beaucoup plus faible. Et donc, une partie déjà de la hausse des taux a été intégrée, malheureusement ou heureusement, dans la réduction de la marge des banques, et c'est ce qui s'est vu d'ailleurs lors des résultats de l'année dernière des banques en France. Est-ce qu'il faudrait plus de garanties publiques? Moi, je pense que les garanties publiques ont un réel effet, et c'est pour ça que nous saluons tous les projets qui apportent des garanties, ce qui est moins consommateur que des subventions en direct, et donc qui peut préserver le point sur lequel vous étiez sensible de l'équilibre des finances publiques à rétablir, mais en même temps qui permettent de solvabiliser des projets qui n'auraient pas pu être financés parce que s'il n'y avait pas de garantie, ils auraient pu, en cas de défaut de remboursement, mettre en péril l'activité de l'entreprise, ce que nous ne souhaitons pas. Alors, est-ce que les États se financent directement et si ils passaient pas par les banques, ça coûterait moins cher pour leur financement? Je crois que là, c'est un point qui est moins central dans notre propos, mais je crois que là, il faut être très clair, les États ne passent pas par les banques pour se financer, ils vont directement sur les marchés. Les banques ne sont là que pour conseiller les États, c'est les principes des spécialistes en valeur du Trésor, mais c'est les États qui se financent directement, donc il n'y aurait pas de coût plus faible. Est-ce qu'il y a trop de fonds propres? Nous pensons que la réglementation est faite pour faire en sorte que les fonds propres soient adaptés aux risques que prennent les banques. Et c'est une leçon de la crise de 2008 qui est essentielle. Il faut que les banques aient suffisamment de fonds propres pour couvrir leurs risques et pour faire en sorte que jamais soit l'épargnant, soit les fonds publics ne soient appelés pour sauver et recapitaliser des banques avec de l'argent qui n'est pas de l'argent mis de côté par les banques. Donc, ce que nous pensons, c'est que le niveau des fonds propres est aujourd'hui à un bon niveau de manière globale. S'il y a plus de risques dans un secteur, parce que vous financez des choses plus risquées, il faut plus de fonds propres. Et l'autorité bancaire européenne a fait récemment un rapport pour dire, par exemple, qu'il n'y avait pas besoin de mettre plus de fonds propres sur des activités de financement de pétrole et de gaz, parce qu'il n'y avait pas de risque aujourd'hui plus élevé. Et à l'inverse, elle n'a, heureusement ou malheureusement, elle a dit qu'il n'y avait pas besoin de mettre moins de fonds propres pour des financements verts. Donc nous pensons que c'est important qu'on ait cette boussole, c'est que les fonds propres ne doivent pas être là pour orienter les financements. Ça ne doit pas être un outil politique, c'est un outil prudentiel pour que les clients soient certains que les banques sont solides et que jamais eux-mêmes ou les États auront à les renflouer.
peut-être pour une question, je crois que c'était Madame Mingemann, la députée Lingman, vous m'aviez posé une question sur la question de l'état des lieux des projets qui sont financés. Et je crois que là, on rentre typiquement dans la question de l'accès à la donnée. Aujourd'hui, c'est la Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, qui organise la collecte de l'information. Elle entre en vigueur actuellement. Et donc, les premiers reportings seront par taille d'entreprise sur les années 2025, 2026, 2027. Et donc, même si les banques sont en dialogue avec tous leurs clients, y compris celles qui ne sont pas soumises à cette directive, notamment les PME, pour les sensibiliser, et par ça, elles ont des questionnaires, elles posent des questions et elles récoltent de l'information, c'est encore trop tôt pour avoir ce panorama. C'est extrêmement exigeant. Et d'ailleurs, je précise que nous travaillons avec la Banque de France, qui elle-même souhaite faire un score climat pour les entreprises, afin de coordonner nos efforts et qu'on puisse demander une fois pour toutes à l'ensemble des acteurs économiques leurs données et ainsi piloter quels sont les projets qui ont été financés et quel est l'état, au-delà des projets, de décarbonation de l'économie. Vous avez aussi posé une question sur quels sont les critères qui pourraient être utilisés pour favoriser l'impact des projets. Alors, de la même façon que j'ai cité le fait que les banques françaises étaient dans le top 10 du financement des énergies renouvelables, elles sont dans le top 10 du financement des prêts impact. Et donc, que ce soit sous forme de prêts, que ce soit sous forme d'obligations, les banques françaises sont dans les leaders mondiaux de ce qu'on appelle les Sustainability Linked Loans ou Sustainability Linked Bonds. Et donc, nous pensons que c'est très important. Ensuite, je crois qu'il faut être lucide. Cela permet de diminuer en partie le taux d'intérêt. Cela ne changera pas l'économie complète d'un projet, c'est-à-dire un projet qui n'était pas rentable, même s'il est à impact, ne peut pas devenir rentable uniquement avec une diminution du taux d'intérêt, mais cela peut aider et nous pensons que c'est important en termes d'orientation. Je crois que, monsieur le député Puty, vous m'avez posé un certain nombre de questions sur la nature du déplacement et la transparence nécessaire pour éviter toutes les accusations de greenwashing et faire en sorte qu'il y ait une bonne vision par les épargnants notamment des produits dans lesquels ils investissent. Alors, nous partageons complètement cette préoccupation. Ce n'est pas nous qui fabriquons les produits, ce sont les gestionnaires d'actifs, les asset managers qui fabriquent ces produits, mais nous les distribuons et donc nous avons une obligation d'information de nos clients pour qu'ils puissent choisir de manière la plus éclairée possible leur support d'investissement. Alors, c'est un règlement européen qui s'appelle SFDR qui régit ceci. Et nous, dans le cadre de la révision de ce règlement, nous avons milité pour que les critères soient mieux définis et notamment que le concept d'investissement durable ou de promotion des caractéristiques E ou S soit mieux défini parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas assez clair. Et par ailleurs, lorsque le ministre de l'économie et des finances a révisé le label ISR récemment, puisqu'il l'a fait en novembre 2023, en interdisant d'investir dans des entreprises qui exploitent du charbon et des hydrocarbures pour les fonds labellisés ISR, nous pensons que c'est un élément de transparence important et que ça contribue à un meilleur éclairage des investisseurs. Vous avez posé la question sur quel traitement nous souhaitons en termes de CS3D. Nous souhaitons juste être traités comme les autres secteurs, pas mieux, pas moins, c'est-à-dire que les banques ne demandent pas du tout à être exclues de cette directive. En revanche, elles demandent d'avoir exactement le même traitement qu'un secteur comme la grande distribution, un secteur comme l'automobile, un secteur comme l'aéronautique, la même chose. Alors, monsieur le député Thiebaut, vous avez
poser la question sur la souveraineté et qui finance quand les banques françaises se retirent. C'est vraiment une question qui est importante parce qu'il n'y a pas de réponse facile. C'est-à-dire que si on se retire, c'est évident que d'autres vont le faire. Je prends le cas du charbon, c'est 0,07% de mes financements, c'est un chiffre, pour des raisons bizarres, le 0,07 dont je me souviens, moyennant quoi, le charbon, il n'y a jamais eu autant d'extraction de charbon qu'en 2023, c'est 26% de l'énergie mondiale, c'est 37%, je crois, de la production d'électricité. Donc, on est très très loin de ces chiffres. Ça ne veut pas dire que c'est plus financé parce que les banques françaises ne le font plus. Cela veut dire que d'autres ont pris le relais. Et donc, il faut faire la bonne balance entre sortir, et nous ne regrettons pas d'être sortis du financement du charbon parce que nous pensons que les entreprises qui continuent à l'exploiter, si elles n'ont pas de plan de transition, il n'y a pas d'avenir. En revanche, il faut être lucide en disant, si vous sortez et qu'il n'y a pas de solution de substitution, d'autres prendront votre place. Et il n'est pas sûr que des banques chinoises, pour citer celle-ci, ou des banques australiennes auront à cœur d'avoir les mêmes objectifs environnementaux et le même dialogue exigeant avec leurs clients. Donc c'est une balance qu'il faut faire si vous voulez, comme je le disais, non pas décarboner votre bilan, mais réellement décarboner l'économie. Vous avez posé une question sur le reste à charge pour les particuliers. Je crois avoir dit un mot de ceci. Alors, pour Madame Bellucco, vous aviez posé un certain nombre de questions relatives à la taille de l'empreinte. Vous donnez des constats sur la taille de l'empreinte carbone des banques françaises, le montant de ces encours. Pour moi, la question importante, c'est celle de la question de l'interdiction du financement de projets. Cette interdiction ne me semble pas efficace. C'est-à-dire qu'on peut décréter qu'en France, les banques françaises ne financeront pas tel ou tel projet. Nous sommes dans une compétition mondiale et évidemment, je vais prendre un exemple, en Indonésie, lorsqu'on a décidé d'arrêter le financement du charbon, une banque française était en train de se positionner pour le financement d'une mine, et bien, de l'instant où elle a dit non, je ne le finance pas, c'est une banque australienne qui l'a financé. Et donc, c'est vraiment quelque chose où on ne peut pas raisonner uniquement sur le plan français si l'on veut être efficace. Je vais passer la parole, si vous le voulez bien, à Karen Degouve pour parler du pilotage de la NZBA, puisqu'elle connaît parfaitement ceci. Karen. Je vous en prie. Merci. Oui, alors il y a eu plusieurs questions sur la NZBA, la Net Zero Banking Alliance. C'est effectivement une alliance internationale qui a été lancée en 2021, qui regroupe, au départ, qui regroupait une quarantaine d'établissements bancaires dans le monde, qui aujourd'hui en regroupe 144 dans plus d'une quarantaine de pays, qui représentent 41% des actifs bancaires mondiaux. Cette alliance, elle a le mérite d'exister. Alors, elle n'est peut-être pas parfaite, mais elle regroupe aujourd'hui 3 grands pôles bancaires. Vous avez la quasi-totalité des grandes banques européennes qui en font partie. Toutes les grandes banques françaises sont signataires de cette alliance. Vous avez des banques américaines et en particulier nord-américaines, et vous avez des banques asiatiques. Avec, notons-le, il me semble, j'irai vérifier, mais aux dernières nouvelles, aucune chinoise. Aucune chinoise. Et cette alliance a un grand mérite, c'est qu'elle a fixé en fait des objectifs communs pour l'ensemble des banques signataires d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais ce n'est pas que 2050 l'objectif, il y a des règles très strictes de fixation d'objectifs avec des échéances tous les 5 ans, à commencer par 2030. Les banques françaises ont préféré, ont choisi pour beaucoup d'avoir des objectifs même plus tôt que 2030. Donc, il y a plusieurs établissements français qui ont fixé des objectifs à 2025. Mais sinon, à partir de 2030, l'ensemble des banques signataires doivent avoir des objectifs de décarbonation de leur portefeuille sur 9 macro-secteurs, qui incluent bien entendu le pétrole et le gaz, le charbon thermique, les transports, l'acier, le fer, la construction immobilière,
l'immobilier résidentiel et commercial, etc. Et j'en oublie, et l'agriculture. Donc vous avez 9 macro-secteurs et avec des échéances qui sont donc fixées tous les 5 ans, donc à partir de 2030, 2030, 2035, 2040, 2045, et avec des trajectoires, l'obligation de s'aligner sur des trajectoires de décarbonation qui sont alignées avec l'accord de Paris. Donc l'objectif inférieur à 2 degrés, qui a d'ailleurs été renforcé lors de la COP à Glasgow, en fixant 1,5 degré et qui a été réitéré récemment. Donc l'objectif des banques signataires, c'est d'avoir des portefeuilles décarbonés alignés avec l'objectif 1,5 degré. Et il y a des obligations de transparence qui ont été fixées dans l'Alliance, avec une obligation à partir de 3 ans après l'entrée en vigueur, après la signature de l'accord, ce qui nous amène en gros à avril, donc le mois prochain pour les premiers signataires, l'obligation de publier tous les ans son empreinte carbone en valeur absolue, scope 1, 2, 3, alors je suis désolée si c'est un peu technique, son empreinte carbone en valeur absolue, ses objectifs et la distance à la cible sur chacun des secteurs émetteurs. Voilà, donc on est... Enfin, et je dirais juste une dernière chose, les banques françaises sont extrêmement actives au sein de cette alliance. Vous avez peut-être vu dans la presse il y a quelques mois des banques américaines qui menaçaient de sortir de l'alliance parce que justement il y avait trop de pression des banques européennes et en particulier françaises pour que les engagements de cette alliance soient extrêmement forts et qu'il y ait des obligations de transparence très fortes. Merci beaucoup. Peut-être pour répondre à Madame Bénard sur l'épargne et un plus grand fléchage de l'épargne vers les projets verts. Alors, moi, et notamment l'épargne réglementée, mon opinion est que soit il y a un manque de financement. Et dans ce cas-là, il faut effectivement contraindre, si des projets ne parvenaient pas à se financer, eh bien, il faudrait faire en sorte qu'il y ait soit plus de fléchage, soit plus d'obligations. Mais à ce jour, il n'y a pas de projet qui ne soit pas financé à partir du moment où la personne est capable de rembourser. C'est là où je souhaite porter une limite, c'est-à-dire que nous, notre responsabilité est de faire en sorte que l'argent des épargnants soit protégé. Et si l'épargne réglementée est investie dans des projets qui ne peuvent pas être remboursés parce qu'ils sont trop risqués, eh bien à ce moment-là, c'est l'épargne dont nous avons la garde qui devient à risque, qui est mise à risque, et ça, nous ne souhaitons absolument pas le faire. Donc, nous sommes tout à fait pour une bonne traçabilité, nous sommes pour qu'il y ait, et c'est ce que l'ensemble des réglementations liées à la transparence nous oblige à faire, mais nous ne sommes pas pour qu'il y ait des obligations supplémentaires, parce que si nous commençons à surfinancer, il y a déjà pas mal de bulles dans le secteur, eh bien, ça apporte des risques pour l'épargne des Français. Enfin, je crois, monsieur le député Bricout, vous aviez plusieurs questions. Je crois qu'on en a répondu à quelques-unes. Vous en avez peut-être une à laquelle nous n'avons pas répondu, c'est dans le contexte géopolitique actuel, est-ce que ceci nous amène à modifier notre politique? Eh bien, je ne le crois pas. Je crois que le financement de la transition est quelque chose qui n'a d'efficacité que si c'est, comme le disait Karen de Gouff, sur une trajectoire qui est à la fois prévisible, planifiée et qui est tenue. Et je vais prendre un exemple qui est celui du financement des hydrocarbures non conventionnels. Les hydrocarbures non conventionnels, c'est essentiellement le pétrole de schiste, le gaz de schiste. Lors de l'invasion de l'Ukraine, s'est posée la question de l'approvisionnement en notamment gaz de schiste depuis les États-Unis. Or, les banques françaises étaient là aussi les premières et les seules au monde à avoir pris un engagement qui était de plafonner la part des hydrocarbures non conventionnels parmi leurs clients. Et donc, avec deux choses, pas de financement de projets dédiés sur les hydrocarbures non conventionnels et pas de client qui ait plus de 30% de son activité dans ces produits. Et donc, ça veut dire qu'un certain nombre de compagnies américaines qui ne font que des US ne sont pas financées par les banques françaises
parce qu'elles ne font que du pétrole de schiste, gaz de schiste, et qu'on pense que c'est plus dommageable que du gaz ou pétrole, entre guillemets, traditionnel pour la nature. Eh bien, nous nous sommes posé la question, est-ce qu'avec l'importation supplémentaire, il faut modifier notre politique? Nous dit non, c'est important de garder ce cap et de ne pas le bouger au gré des crises, aussi importantes soient-elles, parce qu'il faut donner de la visibilité aux acteurs, de la prévisibilité et maintenir cette exigence. Voilà, Monsieur le Président. Merci pour ces éléments de réponse. Nous venons aux questions des députés. Question d'une minute. Monsieur Jean-Louis Bricout, la parole est à vous. Juste une histoire de... Attendez, on va réessayer là. C'est bon. Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs. Sur le financement de la rénovation énergétique des bâtiments, le secteur bancaire est réputé frileux dans l'accompagnement des ménages. Alors peut-être parce que leurs solutions de crédit et les propositions commerciales sont calibrées différemment, ou parce que les différentes solutions existantes ne sont pas toujours, en fin de compte, appréhendées par l'ensemble de vos réseaux. Certains instruments financiers, tels que le prêt avance rénovation, sont aujourd'hui sous-mobilisés. Comment l'expliquez-vous? D'abord, y a-t-il une frilosité du secteur bancaire à accorder ce type de prêt? S'agissant du prêt de l'EcoPTZ, la Société de gestion de financement et de la garantie de l'accession sociale à la propriété, disait donner un bilan en fin de compte en demi-teinte en 2022. La part des éco-PTZ distribués aux ménages dits supérieurs avait fortement augmenté au détriment de celle des plus modestes. Alors d'abord, y a-t-il un nouveau bilan? Est-ce qu'un bilan a été fait pour 2023? Et les banques ont-elles accru leurs efforts à destination des ménages les plus modestes? Et par ailleurs, la mission d'information que j'ai animée avec Mme Lernos et Mme Émile Fer préconisait la création d'une banque de la rénovation dont le capital associerait les établissements bancaires, les sociétés de financement, les collectivités publiques. Donc ma dernière question, quel regard portez-vous sur cette proposition? Merci. La parole est à Jean-Yves Bonny. Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs. Monsieur Barrel, vous avez répondu partiellement à mes interrogations, mais je vais quand même vous poser la question. Faute de levier réel sur l'autofinancement et les aides de l'État, nos collectivités vont devoir s'endetter pour financer leur investissement en faveur du climat. Des premières enveloppes spécifiques à l'adaptation ont déjà été débloquées, mais leur impact est à ce jour limité à cause de la fragilité financière des acteurs locaux. Une augmentation des aides de la Banque des territoires serait ainsi nécessaire pour financer des projets locaux non couverts aujourd'hui par le marché bancaire. Concernant le rôle des banques, que pensez-vous de l'idée d'attribution bonifiée pour les collectivités porteuses de projets favorables à la transition écologique, que ce soit via des taux plus favorables ou via des durées de prêt plus longues? Ces ajustements qui aideraient à lisser le coût des investissements dans le temps et à abaisser les annuités des projets sont-ils permis par la réglementation actuelle? Merci. Merci. La parole est à Jean-Pierre Tête. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Madame, Messieurs les directeurs. L'accès au crédit est un frein à l'accélération des dépenses des ménages en faveur de la transition écologique. Pour la rénovation thermique comme pour l'achat d'un véhicule électrique, l'enjeu pour les ménages est d'obtenir un prêt bancaire. La responsabilité des banques n'est-elle pas d'assumer une part du risque sur ces projets? La complexité administrative de l'éco-PTZ, le prêt à taux zéro, est-elle vraiment un frein à son essor? En relever le plafond et la durée aiderait-il à ce qu'il soit davantage utilisé? Et enfin, une garantie de l'État, comme lors du Covid, rendrait-elle les banques moins frileuses? Je vous remercie. Merci. La parole est à Vincent Descoeur. Merci, Monsieur le Président. Dans un rapport sur l'adaptation de la politique de l'eau au changement climatique rédigé avec mon excellent collègue Yannick Horry, nous avons pointé du doigt le mur d'investissement auquel vont être confrontées les collectivités, qu'il s'agisse du renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement ou de la nécessité d'adapter les équipements d'assainissement pour faire face aux pollutions émergentes. À titre d'exemple, au rythme actuel, il faudrait plus d'un siècle pour rénover notre réseau d'eau potable qui est affecté pourtant par de nombreuses fuites. D'où ma question sur la volonté et la capacité des banques à s'investir aux côtés des collectivités, à la fois pour le renouvellement de leur réseau, mais aussi pour engager des travaux sur des sujets innovants et d'avenir, comme la réutilisation des eaux usées ou non conventionnelles. Alors vous avez répondu à mon collègue Maquet sur la question des taux.
en indiquant qu'il ne souffrait pas de la comparaison avec les autres pays européens, mais ça ne suffira pas, à mon sens, à relever le défi qui est devant nous. D'où une question qui rejoint celle de mon collègue Jean-Yves Boni. Pensez-vous raisonnable d'imaginer que la réponse puisse passer par des prêts bonifiés par l'État? Merci. La parole est à Yannick Horry. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, dans le rapport sur l'adaptation de la politique de l'eau au changement climatique que j'ai présenté avec Vincent Descoeur, nous soulignons que le financement de la politique de l'eau demeure aujourd'hui insuffisant pour faire face aux enjeux de la gestion de l'eau en période de changement climatique, et cela concerne aussi bien le petit que le grand cycle de l'eau. Quelles sont vos orientations sur ce sujet ? Deuxième question qui concerne votre implication dans le microcrédit, et cela concerne notamment l'acquisition de véhicules propres. J'ai été interpellé par des personnes et j'ai pu constater leurs difficultés pour rencontrer les interlocuteurs compétents sur ce sujet. Merci. La parole est à Sophie Panonacle. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, Madame, l'enjeu économique de la filière nautique est majeur. La France est le premier constructeur de bateaux en Europe, le second au monde, avec un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards. Vous nous avez affirmé être en attente donc de projets de décarbonation de notre économie. Qu'en est-il de votre soutien à la filière plaisance ? Êtes-vous sollicité pour participer à la recherche et au développement de l'éco-construction, de la transition énergétique grâce à des moteurs électriques, à des moteurs propulsés par l'énergie hydrogène ? Il n'échappe à personne que l'océan, qui occupe les 2 tiers de notre planète, premier puits de carbone, pharmacie du futur, source de notre alimentation demain, mérite toute notre attention en termes de préservation, et donc il est important de diminuer notamment l'impact de cette filière sur l'impact environnemental de cette filière. Je vous remercie. La parole est à Sylvie Ferrer. Merci, Monsieur le Président. Donc, ma question porte donc sur les banques françaises dans leur politique climat font référence au scénario de l'Agence internationale de l'énergie qui stipule que d'ici 2030, le secteur financier devra atteindre un ratio de financement de 6:1, c'est-à-dire allouer annuellement 6 € dans la production d'énergie dite propre et principalement électrique pour chaque euro alloué aux énergies fossiles. Aujourd'hui, nous sommes encore loin de ce niveau à atteindre d'ici 2030. Quelles mesures la Fédération bancaire française envisage-t-elle de prendre pour que les banques fassent évoluer leur activité de financement suivant une trajectoire qui permettrait d'atteindre ce ratio de 6:1 à l'horizon 2030. Je vous remercie. Merci. La parole est à Nicolas Rey. Merci, Monsieur le Président. 2 questions. La première sur la captation de l'épargne des Français, qui est importante. La France a toujours eu des difficultés à mobiliser l'épargne pour financer la transition écologique. Le gouvernement a créé récemment dans la loi Industrie verte un nouveau produit d'épargne. Est-ce que vous ne pensez pas que ça contribue à complexifier déjà le nombre de placements existants ? N'aurait-il pas mieux valu recourir à des placements de long terme exonérés de droits de succession, bénéficiant de garanties d'État pour capter cette épargne? Et puis deuxième question, avec la multiplication des événements climatiques, il y a une vraie problématique sur l'assurabilité des biens. Est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers un transfert de ce risque assurantiel vers le rôle des prêteurs de banque face à des défaillances des emprunteurs? Et enfin, la parole est à Monsieur Édouard Bénard. Monsieur, merci. La flat tax a réduit les coûts supportés par les actionnaires sur la réalisation des plus-values et sur les dividendes perçus. Cette mesure a ainsi renforcé la focalisation sur le court terme en favorisant la spéculation et la distribution de dividendes en lieu et place de leur réinvestissement dans l'économie réelle. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Alors pensez-vous qu'elle soit en adéquation avec les besoins d'investissement de long terme ? Est-ce que la recherche par vos clients d'une profitabilité, de court terme n'est pas de nature à entraver la réorientation de vos activités vers la promotion d'une finance durable? Et en d'autres termes, dans quelle mesure prenez-vous acte de l'incompatibilité entre finances spéculatives tournées vers le court terme et finances durables? Je vous remercie. Merci, je vous laisse le soin de répondre aux nombreuses questions qui ont été posées. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Et Monsieur Bénard, je vous présente mes excuses.
pour vous avoir dit, Madame Bénard. Merci. Peut-être un point, donc je commence, Monsieur Bricot me posait des questions sur, alors j'ai entendu plusieurs fois le terme frilosité des banques dans un contexte, pas faire de mauvais jeu de mots sur le réchauffement, mais franchement, je crois que les banques ne sont pas frileuses. Les banques, j'ai essayé de le montrer par mes chiffres, sont vraiment très résolues dans l'accompagnement des ménages. Quels sont les freins et vous avez cité le prêt avance rénovation. Le prêt avance rénovation, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais c'était une idée qui a été très mise en avant à la suite du rapport Sichel, parce qu'il y avait la question de justement la solvabilisation des projets et de dire vous ne rembourserez ce prêt qu'à la vente du bien, que ce soit lors de la transmission ou que ce soit la succession. Et le constat, vous le faites et vous avez raison, il faut être lucide, ça n'a pas du tout décollé. Nous, je crois, pour connaître les banques qui se sont mobilisées très fortement, le Crédit Mutuel, la Banque Postale, BPCE par exemple, qui sont des très grandes banques avec un engagement, comme toutes les banques, très fort sur le sujet, que ce n'est pas faute d'explication et que ce n'est pas faute de promotion. C'est faute d'envie des ménages de passer à l'acte. Pourquoi ce passage à l'acte est compliqué? Parce que ça veut dire que vous faites une opération et que ce sont vos descendants, vos enfants qui devront le rembourser. Et il y a une vraie difficulté, et on le voit dans d'autres types de prêts, les prêts par exemple in fine, les prêts hypothécaires transmissibles, c'est quelque chose qui n'est pas aujourd'hui dans la mentalité française, avec cette notion de transmission d'un prêt non remboursé à quelqu'un d'autre. Et donc, je suis convaincu, et je suis prêt à en discuter plus longuement, que ce prêt avance rénovation a été très fortement mis en avant par les réseaux et qu'il n'y a pas eu de succès parce que la demande ne correspond pas à cette offre. Alors, sur la proposition de banque de la rénovation, la question est à quel besoin ceci fait appel? Est-ce que c'est justement... Moi, je crois que le modèle de banque française est un modèle très territorial, avec beaucoup d'agences. Une agence sur 3 en Europe est en France. Il n'y a pas un pays qui ait autant d'agences que nous. C'est très au-delà de notre poids européen. Beaucoup de conseillers au contact de chacun des clients qui le connaissent. Et donc, avoir une nouvelle banque qui soit déconnectée justement de cette approche très granulaire me semble pas forcément le plus efficace. Et donc, je pense que c'est plus important que chacun des banques fasse cet effort de pédagogie, ce travail pour s'approprier pour chacun de ses conseillers, pour chacun des clients, les enjeux de rénovation, plutôt que de créer un nouvel objet qui serait moins connecté au territoire. Alors, je suis désolé sur le bilan que fait le SGFGAS sur l'éco-PTZ des ménages plus modestes en 2023. Je n'ai pas d'éléments et on vous reviendra là-dessus pour plus de précision. Sur les questions de M. Bonny sur l'attribution de taux plus favorables ou de durée plus longue pour les collectivités locales, et il y a eu un certain nombre de questions sur le financement des collectivités locales de manière générale ou par exemple sur l'enjeu très important du cycle de l'eau. Eh bien, rien dans la réglementation ne s'oppose, contrairement à ce qui est pour les particuliers avec le Haut Comité de stabilité financière, le bien connu désormais HCSF, sur le crédit immobilier, à faire en sorte qu'il y ait des prêts plus longs, des prêts à taux plus bas. La réglementation n'interdit pas des prêts plus longs, n'interdit pas des prêts plus bas. En revanche, la question est celle, là encore une fois, de la soutenabilité. Est-ce que nous appelons de nos voeux un prêt bonifié par l'État et que ce soit l'État qui prenne en charge ce surcoût?
je crois que là, ce n'est pas notre rôle, parce que c'est l'État qui doit gérer ces contraintes. Et par conséquent, là-dessus, je ne pense pas qu'il est de mon mandat de me prononcer. Alors, est-ce que une question que M. Tête vous aviez posée sur la part de risque, est-ce qu'on ne pourrait pas diminuer la part de risque portée par les banques dans l'éco-PTZ, augmenter le plafond, augmenter la durée? Nous sommes là aussi tout à fait preneurs, bien entendu, de plus d'éco-PTZ. C'est important qu'il y ait un instrument le plus massif possible. Là encore, il faut faire la bonne balance entre les contraintes de finances publiques et la nécessaire adaptation climatique. Donc là, c'est une balance que nous ne maîtrisons pas, mais nous travaillons toujours, je crois, en bonne intelligence avec l'État et notamment la Direction générale du Trésor sur ces questions pour obtenir le bon équilibre. Et je crois avoir répondu ainsi aussi en partie aux questions de M. Desqueur. Sur la question de M. Horry, vous avez parlé également donc, du cycle de l'eau. Alors, je suis confus parce que je ne connais pas, je ne peux pas me prononcer sur le petit cycle, le grand cycle de l'eau sur lequel vous m'avez posé une question, et donc sur cette politique spécifique. En revanche, sur l'acquisition des véhicules propres, vous disiez que vos interlocuteurs avaient du mal à trouver le bon interlocuteur. Je crois que le bon interlocuteur n'est pas forcément la banque en premier chef. J'imagine que le constructeur et le distributeur automobile l'est en premier chef. Alors, sur l'automobile, je ne peux pas vous parler, mais on a fait une enquête sur la rénovation énergétique des bâtiments et pour savoir à la fois quels étaient les obstacles et quels étaient les bons interlocuteurs. Alors les obstacles, ce qui est intéressant, c'est que l'obstacle, je n'ai pas eu de financement de ma banque pour mon projet, arrive en dernière position. Je ne sais plus si c'est le 7e ou 8e, mais c'est moins de 5% des cas. Je crois que c'est 4% pour être précis. Donc, c'est aussi un élément pour répondre à ce que vous critiquez comme étant la frilosité des banques. On est très au-delà, puisque dans 96% des cas, ce n'est pas du tout cet obstacle qui est mis en avant. En revanche, la question des interlocuteurs, on voit bien que, et là je parle des bâtiments, je ne sais pas si on peut faire le parallèle avec les véhicules, l'interlocuteur premier, c'est l'artisan. C'est est-ce que j'ai le bon artisan, est-ce qu'il est qualifié, est-ce qu'il est bien labellisé, et c'est avec lui que je vais définir mon projet de rénovation. Et la banque intervient non pas pour m'aider dans le choix de mon projet de rénovation, mais vient pour m'aider sur la partie financière exclusivement. Et donc je pense qu'on doit pouvoir faire le parallèle là. Alors, Madame Pena, je suis confus parce que, pardon, Panonacle, vous m'avez posé une question sur la filière halieutique que je maîtrise mal et sur la plaisance, pardon. Sur la plaisance, j'avoue que je ne maîtrise pas et on pourra regarder si on a des données plus spécifiques. Il y a un point quand même que je note, c'est que la France peut s'enorgueillir sur une autre filière qui est la filière du transport maritime d'un acteur comme CMA-CGM, qui est devenu, je crois, le deuxième acteur mondial et qui est l'entreprise qui est la plus engagée parmi les grands transporteurs maritimes mondiaux dans la décarbonation de sa flotte, avec, j'imagine vous connaissez, du passage notamment à des véhicules GNL qui font un surcoût, mais qu'ils assument. Et je crois qu'on peut... il se trouve que c'est une entreprise qui a connu des hauts et des bas, qui dans ces bas était très accompagnée par les banques françaises, qui ont montré donc leur absence de frilosité. Et je crois que c'est important de souligner qu'on peut avoir la chance, même si ce n'est pas la plaisance mais les transports, mais qui a un impact énorme, d'être dans cette trajectoire de décarbonation. Oui, Madame Ferrer, vous m'aviez posé une question sur le ratio de 6 pour 1 à atteindre
et est-ce que l'on est cohérent dans ce que l'on fait. Alors, il se trouve, je vais reprendre un exemple que vous avez cité, que c'est celui de BNP Paribas. C'est une trajectoire, et là c'est un chiffre public, puisque BNP Paribas a dit qu'ils allaient diminuer de 80% leur financement au secteur du pétrole d'ici 2030. Et donc, je pense que... Et ils ont commencé. C'est important de voir que c'est quelque chose qui a été initié, et c'est quelque chose d'exigeant, puisque on n'est pas au 1 pour 6, et ça c'est très clair. En revanche, le fait qu'il y ait moins 80% dans une trajectoire qui a déjà commencé est quelque chose de très important. Et je crois que ce n'est pas du tout la seule à avoir eu ce type d'engagement, puisque l'ensemble des banques ont pris des engagements qui sont du même ordre de grandeur. Alors, Monsieur Ray, vous avez posé une question une double question. D'abord sur le nouveau produit d'épargne, le plan d'épargne avenir climat. Est-ce que c'est pas trop complexe? La question pour moi est qu'un nouveau produit d'épargne dans un paysage de l'épargne réglementée en France qui est déjà extrêmement chargé et pas forcément quelque chose qui change la donne. Et donc, pour nous pensons que tout ce qui participe, et ce produit participe, plus je pense à de la pédagogie envers les clients, plutôt que la mobilisation de sommes supplémentaires très significatives. C'est un produit qui a plus vocation, compte tenu de la durée d'immobilisation des sommes, à être une épargne qui ne peut pas être mobilisée, par conséquent, qui ne peut venir qu'en complément pour des ménages qui peuvent se permettre de ne pas avoir cette épargne mobilisée. Donc pour moi, je ne crois pas qu'un nouveau produit supplémentaire changerait la donne sur les droits de succession. Je pense que ce qui est important est de continuer ce travail de pédagogie et d'avoir une bonne transparence sur les investissements, mais nous n'appelons pas à la création de produits d'épargne supplémentaires dans un paysage déjà assez touffu. La question du lien entre assurabilité des biens et financement des biens est importante. Sur l'assurabilité, c'est du domaine de mes collègues des assureurs. En revanche, il y a bien sûr un lien, c'est-à-dire un bien qui n'est plus assurable est un bien qui ne sera plus finançable. Et donc, il y a un coup d'avance des assureurs dans l'identification notamment des risques physiques, et on travaille en fort lien avec eux pour que justement on ne soit pas dans une logique où le bien n'est plus assuré, donc le bien n'est plus financé, et c'est une double peine pour soit le particulier, soit l'entreprise. Enfin, Monsieur Bénard, vous avez posé une question sur la compatibilité de la finance actuelle avec les objectifs de finance durable. Pour moi, il n'y a absolument pas incompatibilité, et c'est ce que j'ai essayé de présenter. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez plusieurs objectifs. Premier objectif, et nous l'assumons totalement, c'est un objectif de maintenir une profitabilité qui permet soit de rémunérer des porteurs de parts sociales, soit des actionnaires, soit tout simplement d'être suffisamment solide pour ne pas mettre en danger l'épargne de ceux qui vous confient de l'épargne. Donc, je n'oppose pas la rentabilité avec les autres objectifs des banques, parce qu'il faut qu'elles soient solides et il faut qu'elles puissent avoir donc un matelas de fonds propres constitué suffisant. Est-ce qu'on peut opposer le court terme et le long terme ? Je pense que tout ce que j'ai pu présenter sur les trajectoires de moyen terme permet de le réconcilier. C'est-à-dire qu'une trajectoire de moyen terme n'est que la somme d'actes au quotidien qui font bouger le portefeuille des banques, qui font bouger l'économie. Et c'est la somme de tous ces projets financés qui fait du moyen terme. Le moyen terme n'existe pas en tant que tel. Il permet, par les chiffres que j'ai pu donner, les trajectoires que les banques se fixent, de donner un cadre, mais au quotidien, et c'est vraiment ce qu'elles font dans les chiffres que j'ai pu vous donner, l'accélération du financement de la transition et de l'adaptation permet d'assurer cette cohérence entre l'ensemble des objectifs. Merci beaucoup. Merci pour ces éléments de réponse
très complète. On continuera forcément à suivre ça de très près. Vous avez compris l'intérêt des membres de cette commission sur ces sujets. Merci à vous. Je vais vous laisser le soin de quitter notre salle parce que nous avons un deuxième point à l'ordre du jour. Un grand merci à vous. On fait peut-être... Voilà, vous voulez juste, peut-être un petit mot de juste conclusion? un mot vraiment pour remercier Monsieur le Président de nous avoir invités. C'était pour nous une occasion très importante. C'est important pour nous de dialoguer avec la représentation nationale. Nous essayons de dialoguer avec l'ensemble des groupes, avec que ce soit ici à l'Assemblée, que ce soit au Sénat. Et je renouvelle notre disponibilité. Jérôme Pardigon est chargé d'établir le lien avec chacune et chacun. Et vraiment, on est à votre disposition. Merci encore. Très bien. Merci à vous. On va faire une suspension de séance de 1 minute, histoire que le rapporteur nous rejoigne.